Bienvenue, Laetitia Avia, bonjour. Bonjour. Vous êtes nouvelle députée de Paris. Vous étiez donc 308 en séminaire à huis clos, tous comme ça réunis. C'était pour une première fois impressionnant. Oui, bien sûr, c'était impressionnant de nous voir tous ensemble déjà, de se découvrir et puis d'être tous ensemble au sein de cette Assemblée nationale qui est une institution, qui est un lieu vraiment imprégné d'une histoire forte. Et vous ne le connaissiez pas? Alors, si, bien évidemment. Pour la plupart d'entre vous. Voilà. Mais alors, c'est vrai qu'on ne connaissait pas les rouages, l'intérieur, les couloirs, les huissiers, tous ces éléments que nous avons découverts ensemble. Mais entre vous. Et puis vous avez découvert des affinités entre nouveaux et nouvelles députés. Exactement. C'était le but de cette rencontre. La République En Marche n'est pas le premier parti à investir de nouveaux visages, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'il y a autant de nouveaux visages qui arrivent de manière aussi massive et de personnes qui n'ont pas 20 ans de militantisme commun. Et qui étaient vos coachs, vos profs, vos maîtres de séance? Alors, nos maîtres de séance, je dirais plutôt. Alors, bien sûr, le président de la commission d'investiture, M. Delevoye, qui a tenu tout ce séminaire. Catherine Barbarou, la présidente de la République En Marche. Christophe Castaner, qui est donc en charge de relations avec le Parlement principalement. Et Richard Ferrand, président de notre groupe. Qui est venu de temps en temps. C'était le dernier acte, sans doute, de Jean-Paul Delevoye, qui vous a choisi, investi, soutenu. Il devait être assez plutôt ému hier. Peut-être fier de ce qu'il disait et en même temps ému, d'après ce qu'on m'a dit. Oui, il était très ému, surtout hier à midi, lorsque nous avons terminé ce séminaire. C'est vrai qu'il connaît l'ensemble des élus. Avec la commission d'investiture, il les a choisis, il a regardé les dossiers. Et c'est vrai que c'était la fin de ce parcours. Et alors, quels sont, Laetitia, les 2 ou 3 principes qui vous ont été recommandés? La confiance. Ça, c'est la première chose. En qui? En nous, déjà, parce qu'on arrive, novices, qu'on a été choisis puis élus pour une raison. Donc avoir confiance en nous. La communication, ça va être le plus important. C'est-à-dire ne pas en faire ou en faire à petite dose? Communiquer entre nous, échanger, discuter pour construire. Voilà, c'est le troisième élément, c'est la construction, c'est ce qu'on va devoir faire. On a eu beaucoup d'accusations déjà d'être des députés godillots. Ce n'est pas ce que nous voulons être. Nous voulons continuer, construire, accompagner le gouvernement. Et cela repose sur de la communication et de la confiance. Et en quoi vous allez changer les mœurs politiques et vous allez apporter du neuf dans la vie politique? Mais parce que nous sommes nouveaux. Vous, par exemple? Voilà, il suffit, c'est pas juste d'avoir de nouveaux visages. Les nouveaux visages incarnent, certes, le renouvellement de la vie politique, mais on va le porter aussi parce qu'on pense les choses autrement, parce qu'on vient de la société civile, parce qu'on va apporter notre façon d'agir aujourd'hui et de penser autrement au sein de l'Assemblée nationale. Ça, il faut le montrer. Et on va le faire dès la semaine prochaine. Vous, votre métier, c'est le droit. Vous êtes devenue avocate. Vous commenciez à être avocate. Non, ça fait un certain nombre d'années déjà que je suis avocate. Oui, mais vous avez ouvert votre cabinet. Voilà, il y a 1 an. Il y a 1 an. Et là, vous renoncez, naturellement, vous vous consacrez entièrement au travail politique. On est en train de réorganiser mon cabinet, justement. Et vous êtes d'une famille de magistrats? Absolument pas. Moi, je viens d'une famille populaire. Ma mère était aide-soignante, mon père chauffeur sur les plateformes d'aéroport. Donc, c'est pas une famille de hauts fonctionnaires, c'est pas une famille politisée. Moi, j'ai mon petit parcours. Vous avez grandi, vécu? J'ai grandi dans des ZEP. J'ai rejoint Sciences Po par les conventions d'éducation prioritaire. Je suis allée étudier au Canada, et puis je suis revenue en France. Pourquoi au Canada? Parce que d'abord, on avait un échange avec Sciences Po, ça m'a plu, cette société était extrêmement ouverte. Et puis finalement, j'ai voulu rentrer en France parce qu'il me tenait vraiment à cœur de réussir en France. Et c'est pour ça que je suis rentrée. Et la leçon de cet itinéraire, c'est que tout est possible en France aussi? Exactement, c'est que tout est possible en France et que l'égalité réelle des chances doit exister. Mais à quelles conditions? À quelles conditions ces promotions? À condition vraiment de remplir la promesse républicaine et de permettre à chacun d'accéder à soi-même, c'est-à-dire de travailler beaucoup. À quel moment les portes s'ouvrent-elles? Je pense qu'il y a une valeur vraiment qui est importante, c'est la valeur travail. Et c'est ce qu'on porte également avec l'ensemble des députés En Marche. C'est vraiment cela, le travail, et c'est ce qu'on va faire aussi au sein de cette Assemblée. Alors, vous avez dit on va être constructif, on va communiquer, on va être libre. Le premier acte collectif de vous, quand vous étiez les 308, c'était d'élire le président du groupe. C'était Richard Ferrand, il n'avait pas de rival et vous avez voté à main levée. C'est le premier acte du renouveau démocratique?
C'est le pragmatisme. C'est-à-dire qu'on a appelé d'autres candidatures. On a attendu, il n'y avait aucune autre candidature. Richard Ferrand a tout Comment on a appelé? Comment on a appelé? On a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se dresser contre Richard Ferrand? Non, ce n'est pas tant ça. C'est quels sont les candidats à la présidence du groupe. Et bien, moi, je pense que si quelqu'un pensait pouvoir briguer cette présidence, bien sûr que cette personne se serait manifestée auprès de nous également auparavant. On n'arrive pas comme ça en disant, bah, tiens, je vais être président de groupe. Mais on a attendu, on a regardé. D'autres personnes auraient pu dire, moi, je vais essayer. Est-ce que ce sera toujours Ferrand, comme ça? C'est-à-dire chaque fois que vous aurez un vote, vous serez discipliné? Ce n'est pas de la discipline, là. Là, c'était vraiment de l'évidence, de la cohérence. On avait une seule personne qui a tout de même fait son discours de candidature. C'est-à-dire qu'il n'a pas attendu en disant, bon, ben voilà, je suis le seul, ça sera moi. Il a fait son discours de candidature. Nous avons posé les questions ensuite. Et puis, nous avons voté à main levée parce qu'il n'y avait qu'un seul candidat. Mais on a tout de même retenu les abstentionnistes. On a demandé s'il y avait des personnes... Il y en avait deux. Voilà, il y en avait deux. Mais vous imaginez qu'un jour, vous pourriez ou vous abstenir ou vous voter contre? Il faut bien sûr contre une loi du gouvernement Philippe? Il faut envisager cette situation. Nous sommes élus de la nation, nous sommes là pour représenter les intérêts de la nation avant tout. Et alors, l'opposition se demande si les députés qui sont obéissants au garde à vous vont renouveler le Parlement. Vous voulez la rénovation et ils se disent ils vont marcher de même pas. Mais est-ce qu'ils ne font pas ça depuis des années? Est-ce qu'ils ne votent pas uniquement par intérêt partisan? Nous venons, nous, est-ce qu'il faut les imiter? Nous sommes en train de dire que nous allons faire les choses autrement et on est déjà en train de nous faire un procès d'intention. Alors, on va vous voir à l'œuvre. Moi, je ne fais pas de procès d'intention. Et on vous a conseillé, paraît-il, aussi la bienveillance. Et comment vous réagirez quand Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon monteront à l'Assemblée et ils attaqueront à la fois le président de la République et le Premier ministre? Vous laisserez faire, vous vous tairez ou vous irez au combat? J'anticipe des moments difficiles. Je ne sais pas s'ils feront preuve d'assiduité autant que nous, en tout cas, puisque nous serons des députés exemplaires et présents. Je pense qu'il y aura beaucoup de politique spectacle et qu'il faudra laisser faire ces moments-là. Qu'est-ce que vous appelez la politique spectacle? C'est-à-dire, c'est Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, on voit très bien, ça a été cela durant toute la campagne. Moi, je pense qu'il faut laisser ce moment d'expression et ensuite revenir à l'efficacité du travail parlementaire. Laetitia Avia, le président de la République envisagerait de réunir les deux chambres, le Parlement à Versailles. Vous êtes prévenu? Pas encore. J'ai autant d'informations que vous sur ce sujet. C'est-à-dire aucune. Enfin, la rumeur. Exactement. Mais c'est une rumeur qui a du sens, puisqu'il a dit qu'il reviendrait tous les ans devant le Congrès pour présenter ses avancées. Donc, mais pourquoi déjà? Il faut bien qu'il présente une feuille de route une première fois pour ensuite, l'année prochaine, pouvoir présenter ses avancées. Oui, mais ça comment c'est de la langue de bois, vous voyez? Non, c'est pas de la langue de bois, c'est que je me dis... Il l'a dit pendant toute la campagne. Oui. Et ça ne vous choque pas qu'il parle la veille, parce qu'on parle du 3 juillet, la veille de la déclaration de politique générale de son Premier ministre? Alors, sur la date, vraiment, je n'ai pas forcément d'informations. Et est-ce que cela change quoi que ce soit au discours du Premier ministre? Je ne pense pas. L'idée, c'est de vraiment déterminer 10 points qui seront les mesures qui doivent avancer, en tout cas dans le cadre du quinquennat, et ensuite tous les ans de voir ce qui a été fait ou non. C'est-à-dire ça ne changera pas qu'il le fasse le 3 ou le 5, ça sera exactement la même chose. Donc vous l'encouragez? Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin qu'on l'encourage, mais il le fera. Il le fera quand il le voudra. Vous savez qu'Emmanuel Macron est le maître des horloges. Oui. Cette ancienne formule qui revient souvent. Mais là, c'est vrai pour un président de la... Absolument pour un président de la République, et en plus qui veut l'être. Donc reste le mystère de Versailles le 3 juillet. Ce n'est pas un grand mystère, mais ce n'est pas... En tout cas, c'est une manière de le confirmer indirectement. Je n'ai pas plus d'informations. Mais qu'il y aura Versailles. Il y aura un congrès. Ça a été annoncé dans le cadre de la campagne pour le présidentiel. Et les promesses sont tenues. Ma dernière question, est-ce que vous allez oublier les électeurs ou de votre circonscription à l'hémicycle, vous ferez des navettes les uns et les autres? J'ai pris un certain nombre d'engagements dans le cadre de ma campagne pour avoir vraiment un mandat de proximité, pour être présente au sein d'une permanence parlementaire, pour restaurer le lien entre les citoyens et la loi. Et ça, je compte bien le faire. Vous aurez du pain sur la planche. Merci, Laetitia Avia. Vous, tous les députés de En Marche, mais les députés du MoDem et ceux qui restent du Parti Socialiste aussi. Et on va entendre tout à l'heure Olivier Faure, tout de suite après vous, sur cette rentrée qui s'annonce agitée et animée. Merci d'être venu. Merci à vous.
Après la visite des lieux, les photos de groupe ou les séminaires d'intégration, place à la rentrée parlementaire. Tout commencera demain à 15 h, début officiel de la 15e législature, avec une première mission pour nos 577 députés, l'élection du président de l'Assemblée. Seul candidat déclaré, l'écologiste devenu macroniste François de Rugy. L'hémicycle à ces députés, il leur faudra maintenant trouver leur place. Mercredi, avant la première séance publique, chaque groupe parlementaire se chargera de la répartition des sièges. Dans l'après-midi, première conférence des présidents. Les présidents de groupe, de commission et le secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement, Christophe Castaner, se réuniront pour établir l'agenda législatif de l'été. Jeudi, début des travaux pour les commissions permanentes. Elles sont au nombre de 8. Marielle de Sarnez pourrait hériter de la présidence des Affaires étrangères. Traditionnellement, celle des Finances est toujours présidée par un membre de l'opposition. Enfin, premier vote et pas des moindres, ce sera le 4 juillet. Le Premier ministre Édouard Philippe sera au perchoir pour y faire son discours de politique générale. Aux députés ensuite de dire par leur vote s'ils accordent ou non la confiance au gouvernement. Bonjour. Vous avez été élu il y a quelques jours président du groupe PS à l'Assemblée nationale. Dans 8 jours, le Premier ministre va demander la confiance. Les 31 députés qui vont dépendre de vous auront-ils la liberté de vote? Alors d'abord, ils ne dépendent pas de moi. Nous sommes un groupe avec des individualités fortes qui ont conquis leur réélection, leur indépendance si vous voulez. Mais nous allons travailler de manière très collégiale. Nous allons chercher sur chaque décision à discuter ensemble. Non mais sur cette décision. Sur cette décision-là comme sur les autres. Et nous allons effectivement... Donc vous ne savez pas s'il y aura unité pour voter ou vous opposer? Au moment où je vous parle, nous sommes toujours en discussion et il y a des positions divergentes avec une volonté, c'est de converger. Voilà. Après, donc, nous aurons une position qui sera une position majoritaire dans le groupe et qui sera définie par le groupe. Et puis après, alors, chacun de s'autodiscipliner. Mais par exemple, Stéphane Le Foll ou quelqu'un qui s'appelle Garot, qui est le député maire de Laval, disent qu'ils voteraient probablement la confiance avec un soutien exigeant. Qu'est-ce qui leur arriverait? Est-ce qu'ils y sont autorisés? Je ne crois pas que Stéphane Le Foll ait dit ça, puisqu'il a dit exactement l'inverse en réunion de groupe. Là, il dit qu'il ne voulait pas d'opposition radicale au gouvernement. Alors, c'est autre chose. En fait, ce qui nous rassemble, c'est notre volonté à la fois d'être constructif et donc chercher la réussite du quinquennat et en même temps ne pas tomber dans le piège qui nous est tendu. Alors, être constructif et ne pas être tombé dans les pièges, est-ce que ça veut dire qu'on vote? C'est un premier exemple, c'est un premier test. Vous votez la confiance ou vous ne la votez pas? Pour ma part, je ne la voterai pas. Ouais. Je ne la voterai pas. Mais est-ce que vous demanderez aux 31 que vous présidez de ne pas la voter ou de la voter? Mais nous allons en débattre et moi, je leur demanderai effectivement de ne pas voter la confiance. Pourquoi? Parce que tout ce qui sort jour après jour ne nous amène pas à être confiants. En même temps, est-ce que nous devons être dans la défiance a priori? Dans l'opposition mécanique systématique, je ne le crois pas non plus. Je crois que les Français ont envie de donner sa chance à ce gouvernement et nous, qui venons d'être battus sévèrement, pouvons-nous faire la leçon à un gouvernement qui arrive? Je ne le crois pas non plus. Donc, nous devons avoir une attitude mesurée. Attention. Et en même temps... Vous avez toutes les possibilités. Mais en même temps, la politique générale du gouvernement n'a pas été encore définie. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans le discours et vous dites que l'on votera contre et on ne fait pas confiance. Mais je n'ai pas dit contre. J'ai dit que, pour ma part, pour l'instant, la confiance n'est pas là. Je vois ce matin, par exemple, que sur les pesticides les plus dangereux, le gouvernement entend revenir sur la décision précédente. Et donc, on voit bien que c'est le retour des lobbies. Ou c'est encore un bruit? C'est une information qui est sortie ce matin. C'est une information d'un de vos concurrents. Mais moi, ce que je vois, c'est que mesure après mesure, nous ne prenons pas toujours la bonne direction. On pourrait énumérer les sujets sur lesquels les désaccords sont nombreux. Et donc, pour l'instant, la confiance n'existe pas. En même temps, moi, je ne veux pas effectivement sanctionner a priori, donner le sentiment que nous sommes dans une opposition mécanique, pavlovienne, qui ferait de nous, finalement, des opposants... Mais vous commencez par un acte d'opposition. Est-ce que le Parti social... L'idée, c'est pas... Bon, on ne va pas passer tout le temps sur ce vote de confiance, parce que c'est un test. Est-ce que vous pensez que le Parti socialiste a touché le fond de la décomposition, le fond de la piscine? Je ne suis pas sûr. Je pense que ce mouvement de décomposition peut encore se prolonger, ce que je regrette, parce que nous avons besoin maintenant, effectivement, de remonter à la surface, parce que la France a besoin d'une gauche qui soit une gauche solide. Mais quand on a vécu des moments aussi difficiles, compliqués, de tension entre nous, je ne suis pas sûr que ce processus de décomposition soit achevé. Mais par exemple, Jean-Christophe Cambadélis a décidé de démissionner. Est-ce que vous êtes tenu, vous, président du groupe, et en même temps membre du Parti socialiste, tenu
par son calendrier, ses objectifs ou ses ambitions, ce qu'il avait défini? On remet tout à plat. Il y a une direction provisoire qui va normalement être créée d'ici une quinzaine de jours. Le 8 juillet. Le 8 juillet. Et donc, à partir de là, cette direction provisoire, ne lui lions pas les mains, pardon. Elle aura effectivement toute compétence et toute légitimité pour ensuite définir un agenda, remettre à plat éventuellement. Une feuille de route. Et donc, cette feuille de route sera ensuite approuvée par les militants. Donc, pour l'instant, laissons-la libre de ses choix. Cette direction collégiale à venir et provisoire, qui la nomme? Ce sera au consensus entre les familles de pensée du Parti socialiste. Il faut une majorité, puisque c'est un conseil national du PS qui devra l'approuver. Et c'est-à-dire que vous pouvez trouver encore un rassemblement qui va d'Anne Hidalgo à Benoît Hamon, en passant par les frondeurs qui vous ont amené en partie là où vous êtes. Écoutez, moi je veux... Qu'est-ce que vous voulez, vous, Olivier Faure, qui est représenté à 47-48 ans, le renouvellement, vous voulez vraiment du nouveau? Moi, à l'intérieur de votre propre parti, ou en le changeant, en le faisant évoluer, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je veux qu'on mette tout à plat et qu'on se pose des questions simples. Il y a un épisode douloureux qui est le quinquennat. Maintenant, que veulent les uns et les autres? Est-ce que nous pouvons, est-ce que nous voulons encore vivre ensemble? Que ceux qui veulent vivre ensemble, effectivement, participent à cette direction provisoire. Vous avez des doutes? Mais je dis qu'il y a des gens peut-être qui préparent le plan B avant de préparer le plan A. Ceux-là n'ont pas leur place dans les Le plan B, c'est quoi? C'est qui? Ce sont toutes ces stratégies individuelles qui font que les uns et les autres lancent leur mouvement, cherchent à exister des noms, à l'extérieur. Pas de nom. Non, je vais en donner. Benoît Hamon, le 1er juillet. Benoît Hamon, le 1er juillet. Nous verrons bien s'il place ce nouveau mouvement dans une reconstruction du Parti socialiste ou s'il cherche à s'autonomiser et donc à créer sa propre famille politique. Il n'a pas retenu la leçon des différents échecs. Vous lui poserez la question. Moi, ce que je souhaite, c'est que dans cette direction provisoire, il y ait des gens qui soient loyaux. Et loyaux, ça veut dire qu'il y ait la volonté de construire ensemble et non pas de construire à côté. Ceux qui veulent construire à côté le font à côté et donc ne participent pas à cette direction provisoire. Si vous pouviez, si vous en aviez la liberté, qu'est-ce que vous changeriez déjà dans le parti? Tout, Jean-Pierre Elkabbach. D'abord, la façon de l'organiser, la façon de le faire discuter, la façon d'associer aussi l'extérieur, c'est-à-dire les simples électeurs, les sympathisants, les militants. Comment est-ce qu'on peut faire pour que nous ne soyons pas dans un huis clos permanent qui conduise finalement à ce que se reproduisent à l'infini des conflits qui n'ont que trop duré entre des individus qui, malheureusement, ont cette maladie bien connue. Si vous étiez libre, celle de la présidentielle. Vous feriez des changements, vous feriez tout changer. Mais là, vous avez les mains ligotées. Je n'ai pas les mains ligotées, je ne suis pas seul. Et vous avez les mains libres. Non, j'ai ma parole, mais qui vaut celle des autres. Et je n'ai jamais considéré qu'il y avait l'un d'entre nous qui devait, à lui seul, essayer d'incarner ou essayer de dominer le reste de la troupe. Il ne faut pas un leader, il ne faut pas une idéologie nouvelle, adaptée au XXIe siècle. Bien sûr, il faut pas... tout cela on en a besoin, mais nous devons commencer non pas par la recherche du leader, mais au contraire par la volonté de travailler collectivement. D'additionner des idées nouvelles. Ce qui nous a manqué pendant ces dernières années, c'est cette maladie française, qui est la maladie présidentielle, avec des gens qui, à peine l'élection achevée, pensent déjà à la suivante, en se positionnant et en se demandant... Ça se passe aussi chez les socialistes. Ça se passe chez les socialistes, vous l'avez constaté largement pendant ces dernières années. Chez tous, à peu près d'ailleurs. Chez tous. À peu près. Et vous avez remarqué les efforts d'organisation et de préparation politique des 308 députés de En Marche. C'est une armée qui a son chef, ses généraux, son programme et en même temps une part d'enthousiasme. Et vous êtes 31. Ben c'est vrai, c'est la conséquence de notre inconséquence. Et donc nous avons effectivement aujourd'hui un Parti socialiste qui est plus faible que jamais, alors même que la politique qui va être conduite dans les prochains mois est une politique qui suppose un rééquilibrage à gauche. On le voit bien, il y a un nombre de sujets innombrables. À vous de jouer. Une question à propos de Manuel Valls. Vous voulez qu'il constitue ou qu'il participe à un groupe parce qu'il n'y a pas de place chez vous? Moi, je souhaite que Manuel Valls trouve sa place là où il souhaitera la trouver. Il a décidé de nous quitter. Ça veut dire quoi? Mais pas au PS. Ça veut dire qu'il a choisi une autre voie, un autre chemin, et donc il en est parfaitement libre. Mais ce n'est pas à moi de lui dire ce qu'il a à faire. Alors, le président de la République aurait l'intention de rassembler les deux chambres à Versailles à une date qui est indéterminée encore. Ce serait un acte fort, exceptionnel, au début d'un quinquennat. Ce serait surtout une humiliation pour le Premier ministre. Pourquoi?
Mais parce que après avoir théorisé le dépassement des corps intermédiaires, après avoir choisi de bypasser, de contourner le Parlement avec l'ordonnance, voilà maintenant qu'il en est à vouloir doubler son propre gouvernement. Il y a un débat sur la loi d'habilitation avant d'arriver aux ordonnances. Il y a les je reviens, syndicales. restons sur le même sujet, si vous voulez bien. Oui. On a un président qui a décidé d'avoir un rapport direct, exclusif à l'opinion. Et donc le voilà qui écarte progressivement, donc je le dis, les corps intermédiaires, le Parlement, maintenant son propre gouvernement, pour aller en fait dans un rapport direct à l'opinion, ce que je trouve, c'est une notation plébiscitaire que l'on connaît bien. C'est pas une caricature. Je ne sais pas si vous voyez là une caricature, je pense que c'est vrai que sa popularité grimpe parce qu'il joue la simplicité et en même temps que l'autorité. J'ai vu que pendant le week-end, vous avez vu, il boxe, il fait du tennis en e-sport et apparemment ça marche et c'est pas fini. Il a du talent, il communique très bien, mais ça ne veut pas dire que cette façon de vouloir éliminer tout ce qu'il y a entre lui et le peuple est une bonne façon de gouverner. Moi, je crois au contraire que quand on veut être un bon manager, ce qu'il entend être, puisqu'il calque beaucoup sa propre conception de la vie publique sur la façon dont on manage dans le privé, eh bien, un bon manager, ce n'est pas celui qui écrase les échelons intermédiaires, mais c'est peut-être quelqu'un qui donne sa place et son rôle à chacun. Je vois que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Dernière question, est-ce que ce n'est pas la logique des institutions de la Ve République? Le président dit la vision, dit l'essentiel, et son Premier ministre et le gouvernement appliquent la gestion au quotidien des grandes réformes et des grands textes et des grandes lois? Jusqu'ici, nous avions, avec le général de Gaulle, un Premier ministre qui dirigeait le gouvernement et qui conduisait la politique de la nation. Avec Nicolas Sarkozy, nous avons eu un Premier ministre qui devenait un collaborateur. Cette fois-ci, on observe que ça pourrait devenir, si le président de la République parlait avant lui le 3 juillet, ce serait un simple répétiteur. Nous verrons. Ils seront fixés très vite. Nous verrons. Enfin, c'est votre avis, ça vous donne de quoi aller à la bataille. Mais moi, je ne cherche pas à aller à la bataille, comprenez-le bien. Moi, je ne cherche pas à être dans une opposition qui serait factice. Je cherche simplement à dire qu'il y a des moments où la démocratie mérite mieux que ce rapport unique, exclusif du président à l'opinion. Et que nous avons besoin, au contraire, de réinstaller partout celles et ceux qui, dans la société civile, par exemple, peuvent apporter quelque chose à la démocratie. La société civile, vous avez eu Laetitia Avia avant vous, elle est au Parlement. Et avec d'autres aussi. Mais ça, c'est pas la société civile, si vous me permettez. La société civile, tout le monde en vient. Moi aussi, j'en viens. Tout le monde en vient. J'étais dans le privé avant d'être dans la vie politique. Ça ne peut pas faire de moi la société civile pour toujours. La société civile, ça veut dire celle qui est organisée. Les associations, les ONG, les syndicats. Ceux qui continuent à avoir une parole libre, une parole différente, des contre-pouvoirs et qui doivent pouvoir être respectés pour effectivement donner de l'oxygène à cette démocratie. Merci d'être venu. Demain, Merci je recevrai Christophe Castagnère, qui est le porte-parole du gouvernement et le ministre des Rapports avec le Parlement. À bientôt. À bientôt.